Alors, je suis absolument, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, mais enfin les idées importantes, il faut les dire plusieurs fois. Pourquoi pas? Euh, Nécessité absolue pour comprendre ce qu'est la musique, pour développer la musicologie, de faire le lien entre musicologie et ethnomusicologie. Quand on étudie les musiques européennes classiques, ne pas oublier l'existence des musiques traditionnelles. Et vous savez, là je vais être polémique, mais c'est pas une mince affaire que de convaincre les musicologues, en particulier les historiens de la grande musique européenne, n'est-ce pas, de l'intérêt des musiques traditionnelles. Je vais vous raconter une anecdote qui est absolument hallucinante. C'est que la toute dernière édition de ce qui est la grande encyclopédie allemande de la musique, qui s'appelle MGG, Musik in Geschichte und Gegenwart, la musique dans l'histoire et dans le présent. Elle a évidemment, ce qui est absolument normal, un gros article sur Jean-Sébastien Bach, bon, qui fait une centaine de pages. Mais il y a quelque chose qui a fait scandale en Allemagne, c'est que l'article sur la musique africaine fait 120 pages. Donc il y a eu des grincements de dents de gens disent mais comment peut-on donner autant d'importance et alors que c'est un article global en plus sur la musique de différentes ethnies, de différentes régions, etc. Comment peut-on donner autant d'importance à la musique africaine qu'à Jean-Sébastien Bach, n'est-ce pas? Alors évidemment, en plus c'était dans le même volume parce que Africa et Bach, c'est dans le premier volume à cause de l'alphabet. Ça a été souligné, il y a des gens que ça a fortement dérangé. Donc, et c'est une des raisons pour lesquelles dans l'encyclopédie dont on a parlé tout à l'heure, j'ai tenu beaucoup à mettre en exergue, afin de donner une importance essentielle à la musique de tradition orale. Et pourquoi j'ai été fâché qu'on ait retassé ça après les musiques européennes dans la réédition qui a été faite, je dirais, à mon corps défendant. Donc intérêt en même temps que j'ai travaillé sur certaines musiques de tradition orale particulière, dont on parlera dans les derniers entretiens de cette série de rencontres. J'ai eu un intérêt pour l'étude de l'ethnomusicologie comme telle, comme discipline. Alors, une des choses que j'ai faites, on a parlé de la revue Musique en jeu. J'ai fait avec un ami à Paris qui s'appelle Bernard Lorta-Jacob, qui est un spécialiste des musiques méditerranéennes, des musiques corses. On a fait ce qui était en fait en France, dans la musicologie, le premier numéro d'une revue musicale sur l'ethnomusicologie. Vous ne trouverez pas ça dans la revue française de musicologie à l'époque, n'est-ce pas? Alors, il y avait un article que j'avais écrit en collaboration avec un collègue d'ici qui est décédé, une petite histoire critique de l'ethnomusicologie. Il y avait un texte de John Blacking, qui est un des grands ethnomusicologues européens et britanniques, qui a écrit un livre qui a énormément marqué, qui s'appelle How Musical is Man. Jusqu'à quel point peut-on dire que l'homme est musicien? Livre que j'ai d'ailleurs fait traduire en français, qui a été publié aux éditions de Minuit en français, sous un autre titre, et c'est sous le titre Le sens musical. Et Blacking est extrêmement important parce qu'il est un des deux grands auteurs de l'ethnomusicologie de langue anglaise à avoir mis de l'avant un nouveau concept en ethnomusicologie, qui est tout simplement l'anthropologie de la musique. Et dans le numéro que j'ai publié avec Nathalie Fernando de la revue Anthropologie et Société, j'ai fait un article, parce que je trouve que la pensée de Blacking est une pensée complexe, etc., où j'ai essayé de pénétrer certains aspects du travail de Blacking par rapport à certains points de vue que je trouvais qu'on avait laissés de côté.
Et puis, il y a un article dans ce volume je dirais, du pape de l'ethnomusicologie française, qui a longtemps dirigé le département d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme et du CNRS à Paris, qui est Gilbert Rouget, qui est l'auteur d'un ouvrage très important qui, j'en suis sûr, a été lu par par d'autres personnes que des musicologues ou des ethnomusicologues. C'est La musique et la transe. Et évidemment, il nous a fait un article sur les rapports entre les instruments de musique et les musiques de possession. Donc c'était un numéro avec sa dimension historique et avec deux grandes figures de l'ethnomusicologie, Blacking et Rouget, qui, comme on dit en bon français au Québec, pour mettre sur la map de la musicologie française, l'ethnomusicologie. Et alors, il y a mon collègue et ami Bernard Lorta-Jacob, avec qui j'avais préparé ce numéro. Il m'a fait une surprise parce que je ne l'ai pas su tant que je n'ai pas reçu le numéro. C'est-à-dire qu'il a choisi comme couverture de ce numéro une photo qui est extraite du film de Flaherty très connu, Nanook of the North, et dans laquelle on voit un Inuk qui se fend la gueule en écoutant un gramophone. Et tous ceux qui connaissent ce film n'auront pas oublié l'extraordinaire séquence dans laquelle cet Inuk, d'abord, il prend la galette du disque et il essaie de la manger. Il se demande si c'est pas... Il ne sait pas ce que c'est, alors il essaie de la croquer. Et puis, il se demande d'où vient le son. Alors, il soulève le phonographe, etc. Il regarde en dessous parce qu'il se demande bien d'où le son peut venir. Alors, c'est un clin d'œil que Lorta Jacob m'a fait, puisque j'étais déjà, quand ce numéro est sorti, bien engagé dans les études sur la musique inuite dont on parlera dans un autre entretien. Alors, donc, il y a cet intérêt que j'ai pour l'histoire de l'ethnomusicologie. J'ai d'ailleurs toute une série de textes, d'articles sur différents ethnomusicologues que je reprendrai peut-être un jour en volume lorsque j'aurai terminé mes travaux monographiques que je suis actuellement en train d'écrire. Mais un des aspects de ce travail historique, ça a été de rééditer dans ce coffret, je crois qu'il y a 6 disques. C'était une collection. Alors, c'est la collection faite par Constantin Brailoiu. Brailoiu, comme l'a dit Gilbert Rouget, que je citais à l'instant, Brailoiu, c'est le Lévi-Strauss de l'ethnomusicologie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait à la fois un travail d'édition musicale et de théorisation de la musicologie, de l'ethnomusicologie absolument considérable. Il a écrit un très grand article sur le rythme enfantin. C'est lui qui a fait passer dans l'ethnomusicologie l'idée que il a utilisé l'expression allemande, ce qu'il appelle en français la pulsion de variation. En allemand, c'est la Variationstrieb. Donc, qu'est-ce que c'est que la pulsion de variation? C'est le fait qu'au fond, il n'y a jamais une version originale et définitive d'une pièce musicale dans la tradition orale. Et ça, alors tous les anthropologues le savent, c'est ce qu'on constate aussi avec l'étude des mythes. Chaque profération nouvelle d'un mythe est une version transformée d'un mythe qui a déjà été entendu, y compris en prenant des morceaux de mythe qu'on colle ensemble. Et il y a rigoureusement le même phénomène dans la musique, n'est-ce pas ? Que par exemple, chez les Inuits, on peut en toucher un mot à l'occasion de ce problème, il n'y a pas dans la tradition orale un concept aussi rigoureux que celui qui s'est développé au XVIIIe et au XIXe siècle européen d'une œuvre garantie par la partition. Les productions musicales dans la tradition orale ne sont pas garanties par la partition. Ce qui fait que dans un contexte comme celui de la danse à tambour chez les Inuits, où un des objectifs fondamentaux, c'est de tenir le coup le plus longtemps possible, de se faire valoir par rapport aux aînés qui sont là, par rapport au public qui est là, par rapport aux gens avec lesquels on est en compétition du point de vue de la qualité de l'exécution de la danse à tambour, pour tenir le coup le plus longtemps possible, on peut coller plusieurs chants ensemble.
Et souvent, ça, on s'en aperçoit effectivement par l'analyse. On s'aperçoit, on compare les textes musicaux, on les transcrit, on les met les uns à côté des autres, et on s'aperçoit que le chanteur a collé ensemble des chants qui, par ailleurs, peuvent avoir leur autonomie, n'est-ce pas? Alors, c'est Braille Oyu qui a, dans un article extrêmement important qui s'appelle Esquisse de folklore musical, qui a été publié dans l'encyclopédie Fasquelle de la musique, qui a théorisé cette notion d'instinct de variation. Et par-dessus le marché, pour revenir sur un terrain connu, Braille Oyu est quelqu'un qui a été le premier à faire en ethnomusicologie du paradigme sans le savoir ni sans le dire. C'est-à-dire que pour rendre compte de la manière dont, dans une culture donnée, un même chant fait l'objet de cet instinct de variation, il a fait des transcriptions superposées d'exécution d'un même chant. Et là, il a fait apparaître des choses qu'on ne peut voir que si l'on fait explicitement des transcriptions paradigmatiques, c'est-à-dire on commence, là il en manque un bout, là on conserve une partie au milieu, on réinjecte quelque chose qui n'avait pas été dans le premier chant, etc. Et il a fait ça, en particulier, il y a un chant roumain qui s'appelle le Bosset. C'est absolument étonnant le travail qu'il a fait, parce qu'on voit, on ne veut pas mal voir, on voit comment ce qui est bien considéré comme une même entité par les autochtones, en fait, est complètement et à chaque fois transformé. Il y a des éléments communs qui font que c'est l'entité Bosset, mais en même temps, chaque exécution est distincte des précédentes. Alors, ça, c'est peut-être son apport le plus considérable, et c'est pour ça que je faisais le lien avec Lévi-Strauss, parce qu'il a fait avant, il a fait ça, cet article, si ma mémoire est bonne, date des années 40, il faudrait que je vérifie. Il a fait ça bien avant Lévi-Strauss à propos des mythes. Donc, Braille Oyu a fait en ethnomusicologie, avec cette présentation paradigmatique des différentes versions d'une même pièce, bien avant Lévi-Strauss avec les mythes, dans ce texte qui s'appelle Esquisse d'une méthode de folklore musical, 1931. Alors, si c'est toujours le même problème, que la musique est toujours un domaine un petit peu marginal, et encore plus les écrits sur la musique qui s'adressent aux spécialistes. Mais si il avait fait ça dans une discipline qui soit, je dirais aussi, qui aurait été plus accessible pour le commun des mortels ou pour le commun des universitaires, il a été 25, enfin la structure des mythes c'est 56 si ma mémoire est bonne. Il a été en avance de façon considérable, et c'est ce qui fait que Rouget l'avait qualifié de Lévi-Strauss de l'ethnomusicologie tout à fait légitimement. Alors, donc, Braille Oyu, il a une œuvre immense comme théoricien. Il y a 5 volumes de ses écrits, publiés en Roumanie, en édition bilingue roumaine et française. Il y a eu un volume, il a écrit son œuvre en français. C'est ce type d'intellectuel d'Europe centrale qui connaissait Proust et Baudelaire mieux que personne, n'est-ce pas? Et il écrivait un très beau français, d'ailleurs. Et les écrits de Braille Oyu ont été réunis en volume, en facsimilé, par Gilbert Rouget. C'est lui qui les a réunis. Et alors, parallèlement à ce travail fondamental de théoricien, il avait réuni cette collection universelle de musique populaire enregistrée. Alors, ça existait sous forme... Alors, c'est pas la première. Il en a existé une à Berlin. Il en a existé une à Berlin, faite par les premiers grands ethnomusicologues allemands, en particulier Hornbostel, qui avait fait ce que l'on a appelé la Demonstration Collection, c'est-à-dire une première collection d'ensemble faite avec des 78 tours de musique des musiques du monde. Voilà. Mais il faut attendre 1951, c'est-à-dire quasiment un demi-siècle plus tard, pour que Braille Oyu fasse une entreprise identique. Et j'ai fait, je trouvais ça tellement important, que j'ai récupéré les 78 tours. C'était une collection universelle faite en 78 tours. Alors, je suis allé les chercher au Musée de l'Homme à Paris. Gilbert Rouget me les a donnés. Et on les a nettoyés, numérisés, etc., pour en faire des vinyles.
Alors, on a évidemment, ça reflète ce dont on disposait avant les années 50. Il y a un volume, il y a un disque sur l'Afrique, un disque sur l'Asie et sur les Esquimaux. Il y a un enregistrement de Jean Gabus qui se trouve dans ce disque. Et puis, il y a 4 disques qui sont consacrés à l'Europe. Alors, les Roumains, les Sardes, les Français, les Wallons, les Suisses allemands, etc., etc. Et alors, où j'avais été absolument désolé, c'est que j'ai publié ce coffret la dernière année d'existence du vinyle. L'année d'après, les vinyles ont commencé à disparaître parce que c'est le CD qui est apparu sur le marché et qui ont commencé. Alors je me suis dit, oh là là, quelle catastrophe si j'avais attendu 1 an pour le publier. Mais, mon ami Laurent Aubert, qui a dirigé longtemps la section d'ethnomusicologie du musée de Genève, du musée d'ethnographie de Genève, et qui a publié beaucoup de disques, et qui est le rédacteur en chef de l'unique revue ethnomusicologique francophone, n'est-ce pas, qui s'appelle les Cahiers de musique traditionnelle. Laurent Aubert a réédité mon édition en compact. Donc, heureusement, ce travail qui est là se trouve avec les 4 disques compacts qui regroupent les 6 vinyles de mon édition antérieure. Et les textes, alors j'ai écrit un long texte théorique sur Braille Oyu, il est repris sur un des CD. Mais il faut dire aussi que, très commun peut-être de Braille Oyu avec Boulez, c'est que vraiment Braille Oyu était un écrivain. Et les petites notices qu'il a écrites sur chacune des pièces qui accompagnaient chacun des disques, que j'avais réédité dans ce livre, dans cette plaquette, se trouve reproduit dans cette édition. Alors, je crois que, sans me péter les bretelles, je pense que ce travail est quelque chose d'important pour l'histoire de l'ethnomusicologie, sans parler de l'intérêt musical que présentent les pièces. Il y a des moments absolument bouleversants, et je peux vous en citer 2. À un moment donné, le collecteur, parce que ce ne sont pas tous des enregistrements faits par Braille Oyu, loin de là. Il avait rassemblé des collections qu'il avait mis ensuite dans son anthologie. À un moment donné, il y a le chant de désespoir d'une mère dont le bébé vient de mourir. Le bébé est dans la pièce à côté et elle chante pour son bébé. Alors c'est absolument terrible parce que c'est de la radio-réalité. Enfin, je veux dire, il avait pu capter ce moment étonnant. Et puis, un autre moment qui est très très émouvant, il y a dans ce coffret un chant de... Vous savez que la population juive de Salonique en Grèce a été totalement exterminée. Et il y a un chant de gens de cette communauté qui est inclus dans le disque. Et lorsque j'ai fait la présentation de ce coffret à la radio de Radio-Canada, à l'époque où il y avait des émissions très bien faites sur les musiques de tradition orale, l'émission de Lorraine Chalifou, qui s'appelait Musique en mémoire. J'ai passé ce chant parce que j'ai passé celui sur le bébé qui était mort, j'ai passé celui de Salonique parce que je trouvais que c'était un document exceptionnel. Et j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné en pleurant, pour me dire c'est la chanson que ma mère d'origine juive me chantait quand j'étais enfant. Alors ça peut nous rejoindre. Et alors il y a aussi un document historique dans la Mare au diable de George Sand. George Sand évoque les chants de sorcellerie qui sont faits par les bouviers, qui chantent des chants qui s'adressent à la bête, à l'esprit de la bête, pour la faire avancer, n'est-ce pas? Eh bien, le chant que décrit George Sand dans son roman est inclus dans cette collection. Alors, c'est à la fois un document sur l'histoire de l'ethnomusicologie, mais il y a aussi des pièces qui sont des choses importantes pour la connaissance des musiques de tradition orale. Alors, j'ai évoqué
le lien qu'il y avait entre Brailoiu et Lévi-Strauss, et je peux difficilement laisser de côté la personnalité et l'œuvre de quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss, qui est évidemment un monument de l'anthropologie. C'est même ridicule que je le dise comme ça. Mais il y a un lien particulier, une dimension particulière, et à plus d'un titre de Lévi-Strauss avec la musique, auquel je ne pouvais pas ne pas m'intéresser au cours de ma carrière. Alors, une première raison du lien entre Lévi-Strauss et la musique, la musicologie, c'est que à l'époque où la sémiologie était pratiquement synonyme d'approche structurale de la musique, dans les années 60, il fallait aller voir ce que Lévi-Strauss avait écrit sur la musique et ce que l'on pouvait en tirer. Ce qui fait que dans la série des numéros de musique en jeu très tôt, donc c'est une publication de 1973, dans la série de mes entreprises de publication sur la sémiologie de la musique, j'ai fait un numéro autour de Lévi-Strauss, dans lequel il y a une analyse structurale d'une œuvre de Stockhausen inspirée de certains aspects du structuralisme dans la version Jacobson. Il y a une étude d'un philosophe sur les rapports entre musique, mythe et langage. Une série d'études comme ça. Il y a une entrevue que j'avais faite avec Lévi-Strauss, dont je reparlerai tout à l'heure, pour ce numéro. Je dois dire en toute honnêteté, en toute franchise, que le rapport de Lévi-Strauss avec la musique est un rapport difficile et ambigu. Premièrement parce que, et c'est une des choses qui se présentait déjà dans mon texte de façon critique là-dedans, c'est qu'on peut avoir plus que certaines réserves quant à l'utilisation, ça c'est toujours la perspective de Georges Mounin, que l'utilisation du vocabulaire et des méthodes linguistiques que Lévi-Strauss a prétendu ou a pensé importer de la musique et de la musicologie. C'est évident, c'est certain, du point de vue de l'histoire de la pensée lévi-straussienne, que c'est la perception qu'il a eue du fonctionnement de la musique, quand il dit, par exemple, dans la préface de Cruel Cuit, que la musique est un mythe codé en sons et non en mots, ou que ce qu'il a voulu faire, comme il l'a dit plusieurs fois, il a voulu faire pour l'étude des mythes ce que Wagner avait fait par le biais de l'utilisation des leitmotifs pour relier ensemble les différents moments de sa tétralogie. Ça l'a très très fortement inspiré. Mais du point de vue de l'exactitude scientifique, de mon point de vue, je pense qu'il y a une difficulté, et effectivement, Lévi-Strauss n'avait pas fait cet exercice qui était mon exercice initial en sémiologie de la musique, c'est de se rendre compte que la musique et les mythes sont des formes symboliques, pour parler comme Piaget et Cassirer, ce sont des formes symboliques de nature différente. Et je vais même jusqu'à dire, de manière paradoxale, que les idées paradigmatiques sur l'utilisation de la paradigmatique popularisée par Lévi-Strauss dans son étude des mythes, théorisée dans la structure des mythes, inspiratrice du grand article de Nicolas Ruvet sur l'analyse du prélude de Péléas dont je vous ai parlé dans notre premier entretien, ça fonctionne mieux et de manière plus rigoureuse appliquée à la musique que appliquée à l'étude des mythes. Pourquoi ? Parce que quand on fait des paradigmes en musique, on travaille sur de la forme. On travaille sur du matériau dans lequel la dimension, par exemple, de la sémantique affective ou les dimensions des signifiés, souvent n'existent pas, ou quand ils existent d'une manière très très particulière, par différence avec le langage humain. Pourquoi ? Parce que même quand on a des signifiés en musique, et quelquefois on en a par exemple chez Wagner, eh bien, ils ne sont pas reliés entre eux comme peuvent l'être les mots reliés entre eux par la syntaxe du langage parlé.
Ça, c'est la différence capitale. Donc, fatalement, au moment où on applique et on utilise la méthode paradigmatique, ça ne va pas fonctionner de manière identique appliqué à la musique et appliqué au langage, d'où cette proposition un petit peu scandaleuse de dire, parce que moi j'ai beaucoup, on va pas rentrer là-dedans dans le détail, mais j'ai beaucoup de réserves sur la manière dont Lévi-Strauss procède à l'analyse des mythes. C'est-à-dire, il est très souvent, enfin l'idée, son idée fondamentale, c'est de chercher des rapports d'équivalence, des rapports de symétrie, des rapports d'inversion. Eh bien, équivalence sur la base de quels critères, symétrie sur la base de quels critères, inversion sur la base de quels critères, appliquée à la dimension sémantique des mythes, parce que c'est ça dont il est question. Ça fonctionne très bien pour la musique parce qu'on peut préciser, on peut expliciter la nature de ces trois axes de recherche et d'analyse. Ça me paraît beaucoup plus difficile et beaucoup plus problématique à propos des mythes. Alors, c'est ce qui fait que j'ai repris, au moment où on approchait du centenaire de la naissance de Lévi-Strauss, tous les anthropologues savent ce boom extraordinaire qu'a été ce centenaire, la publication d'une sélection de ses écrits dans la bibliothèque de la Pléiade, ce qui était vraiment entré dans le temple de la pensée française. Hein. Et au fond, j'ai publié à ce moment-là un livre iconoclaste, parce que qui s'appelle Lévi-Strauss musicien, dans lequel j'ai vraiment traité, j'ai essayé de traiter de tous les aspects du rapport de Lévi-Strauss à la musique. Alors, Lévi-Strauss musicien, en très très bonne part, parce qu'il la connaît. Il la connaît, la musique. Il la connaît et je me suis posé la question, j'ai dit, bon, finalement, quel est le type de structuralisme que pratique Lévi-Strauss? Parce qu'on le sait très bien, il y a différents types de structuralisme, ceux dont Raymond Boudon a fait la typologie dans À quoi sert la notion de structure, par exemple. Donc, quel est le type de structuralisme qu'il a pratiqué? J'ai laissé de côté les structures de parenté. Mais à propos de l'analyse des mythes, et je les ai comparés à l'application qu'avait fait Ruvé des idées de Lévi-Strauss en musique, où là, ça fonctionne. Pas. Alors ça, c'est un premier aspect du problème de Lévi-Strauss et la musique. Le deuxième, c'est que Lévi-Strauss, mais ça a été dit par d'autres que par moi, au point de vue de ses goûts musicaux, est un ethnocentrique absolument invraisemblable. Ce qui peut être paradoxal pour un anthropologue, parce qu'il ne s'intéresse à peu près pas aux musiques de tradition orale. Ce qui l'intéresse dans Triste Tropique, c'est Chopin, c'est Debussy. Il dit très très peu de choses des musiques qu'il a entendues. Et même ultérieurement, dans une entrevue qui a été faite de lui, il a dit « Oh, de toute façon, ces choses dont on peut douter qu'on puisse parler de musique. » Alors ça, c'est le crime absolu pour un ethnomusicologue que quelqu'un dise que finalement, la vraie musique, c'est la musique occidentale. C'est quand même assez incroyable. Alors, ça explique un incident particulier qui a été très important dans l'histoire de la musique du XXe siècle. C'est le croisement, la confrontation entre Lévi-Strauss et un grand compositeur de musique contemporaine qui est Luciano Berio. Parce que Berio a fait une œuvre dans laquelle il a mis en musique des passages entiers du Cru et le Cuit. Alors, il l'a envoyé c'est une œuvre remarquable au point de vue musical. Il l'a envoyé à Lévi-Strauss, mais comme Lévi-Strauss déteste la musique contemporaine et a pris position contre la musique contemporaine dans la préface du Cru et le Cuit, comme on le sait, il lui a envoyé une lettre polie, mais en fait, etc. Et Berio s'est fâché. Et Berio avait su, et pour ça je suis au cœur de la polémique, parce que Berio avait su que Lévi-Strauss était contre sa Sinfonia, contre son œuvre, parce que Lévi-Strauss me l'avait dit dans l'entrevue que j'ai faite avec lui pour Musique en jeu, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, il y a eu un échange de correspondance et ils se sont fâchés. Voilà. Alors, dans ce bouquin, je fais le panorama de toutes ces implications de Lévi-Strauss avec la musique, qui sont tout à fait variées et différentes selon les domaines qui sont abordés.